John Joos, voilà, vous vous présentez aux élections le 25 mai. On vous connaît pour l'affaire des Mésanges. Ouais. Alors présentez-vous un petit peu. Voilà, je vais me présenter. Tout d'abord, peut-être avant l'affaire des Mésanges, comme c'est appelé, j'étais porteur d'un projet de citoyenneté qui s'appelait le Parlement local, le mini-parlement plus exactement, qui avait pour objectif de développer la participation des citoyens dans les quartiers sociaux. Et on avait pour objectif de développer le dialogue entre les institutions, le politique et le public qui était concerné. Voilà. On faisait ça de manière transversale et on a mené nos premiers débats qui ont eu un certain succès vu que notre assemblée a parfois rassemblé des débats où il y avait plus de 150 personnes. Et voilà, on développait de tout. On développait des commissions justice, des commissions sécurité et on abordait les thématiques de la société de manière générale. Donc je me réveille un matin et voilà, je reçois le coup de téléphone d'un ami qui me crie au téléphone que Pierre est décédé, que Pierre est par terre. C'est comme ça que j'ai appris par téléphone cet incendie. Et donc voilà, je me suis rendu sur les lieux et effectivement c'était un désastre. Et alors à ce moment-là, vous avez décidé de les aider. J'ai pas décidé de les aider, c'était de voie naturelle de le faire parce que c'était c'était des amis, on avait le même âge, il n'y avait pas cette notion de vouloir faire plus que les autres. Il y avait vraiment il y avait ce mini-parlement qui était à la base, dont certains jeunes faisaient partie à l'Allée des Oiseaux, où je suis né par ailleurs. Et alors on perd un ami, tout simplement. Et on abandonne un petit peu l'idée du Parlement local parce qu'on se dit finalement il y a un autre problème derrière tout ça. On a tenté de développer le dialogue à plusieurs niveaux et par ailleurs avec la société qui gérait les immeubles sociaux. Et vu l'échec du dialogue, un dialogue qui était extrêmement difficile après ce drame, eh bien on a abandonné l'ASBL pour pouvoir simplement se transformer en comité des victimes. Et puis voilà, on a réuni les familles autour d'une table avec les amis de Pierre. Et voilà, c'est comme ça qu'on a rencontré toutes les personnes et des personnes que j'ai connues, Pascal, Mickaël, Lebrun, qui étaient des amis d'enfance dont j'ai connu les parents quand j'étais tout jeune. Et donc voilà. Et alors on s'est organisé autour d'une plainte où une plainte a été introduite contre X et contre les gestionnaires de la société. Et puis voilà, 10 ans de procès, 10 ans d'attente devant les portes de la justice où finalement je m'investis, je tire toutes les leçons des complications et de la complexité du système en tant que tel, soit le système judiciaire ou que ce soit le système politique, vu qu'il y a des enjeux politiques dans l'affaire des Mésanges. Et je tire toutes les leçons après 10 ans à la fin du procès. Et puis je décide réellement de m'engager en 2012. En 2012, donc, on met en place un projet local, donc c'est un peu la combinaison de l'expérience du Parlement local avec cette expérience au niveau du débat. Et l'idée, c'est tout simplement de se dire que le niveau communal est le niveau le plus proche du citoyen et c'est là où peut-être le dialogue politique, donc ce débat démocratique doit avoir lieu avec les citoyens. Et donc notre idée, c'est d'un peu désamorcer le débat local de la particratie entre guillemets et de permettre aux citoyens ordinaires, c'est comme ça qu'on nous appelle, de se réinvestir au sein des élections et de pouvoir se réapproprier les structures démocratiques avec des propositions très concrètes de projets. Et donc on a mis tout en place un programme qui par ailleurs, certaines idées sont reprises aussi par la politique communale aujourd'hui. Vous avez eu un très bon score, Oui. donc là maintenant vous êtes dans la vie politique et bien Oui. engagé depuis ce moment-là. Oui. Dans votre programme et sur votre site, j'ai pu lire « Redonnons à la politique sa vraie valeur ». Oui. Alors c'est quoi la vraie valeur? De mon expérience, dans tous les cas, en ayant été confronté au système judiciaire, on s'aperçoit bien qu'on a une justice à double vitesse et je vais même dire très clairement une justice des classes parce que je crois que si les personnes qui avaient décédé dans cet incendie avaient été des personnes qui reliées à des personnes beaucoup plus importantes que d'être locataires
entre guillemets, dans une société de logement social, je crois que les choses auraient été beaucoup plus rapides et beaucoup plus perspicaces, beaucoup plus efficaces aussi en termes de responsabilisation et du lien, de la responsabilité de ceux qui ont géré et qui ont amené cette situation quand même assez désastreuse. Et puis voilà, et puis mon engagement aujourd'hui, pour répondre plus concrètement à la question, c'est qu'il a fallu effectivement un drame pour refinancer le logement. Hier, il y a 1 milliard en 2004 qui est tombé sur le refinancement du logement. La Sorel-Lebeau a bénéficié, enfin qui est toi et moi aujourd'hui, a bénéficié d'un quart de ce subside, donc 250 millions d'euros. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas les garanties dans les années qui suivent, on est à 10 ans du drame, on n'a pas les garanties que le logement puisse ne pas retomber dans la précarisation et dans son sous-financement et retomber dans les situations dans lesquelles on a connu dans le passé. Et sans vous mentir non plus qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le plan de la politique du logement. Et c'est ce à quoi je m'engage ici, en tout cas, sur le plan de la région. Et qu'est-ce que vous avez exactement comme programme, comme solution pour ça? Mon expérience m'a indiqué, pour le logement, dans tous les cas, pour répondre à la première question, c'est l'accès à la propriété. Je suis convaincu que l'accès à la propriété défend mieux l'autonomie des personnes. Je crois qu'il faut arrêter avec ces politiques d'assistanat social où on maintient les gens par leurs droits primaires. L'accès à un logement est un droit fondamental et il faut cesser avec cette politique d'assistanat. Il faut pouvoir permettre aux personnes d'être autonomes et l'accès à la propriété, favoriser, en tout cas encourager l'accès à la propriété, pour moi un des points forts. Ça se fait déjà, ça se pratique déjà, mais il faut améliorer les conditions d'accès et surtout positionner la région comme étant un producteur de nouveaux logements. Ça implique beaucoup de choses en fait. Ça implique beaucoup de choses, donc c'est de la politique, effectivement, on ne résume pas ça en 2-3 lignes. Je crois qu'il faut y réfléchir, nous y avons déjà réfléchi et donc voilà, nous avons soumis ces amendements notamment à la liste de laquelle aujourd'hui je fais partie et donc ces amendements ont été clairement approuvés par le tête de liste, donc on continue à avancer vers ce débat. On est un groupe qui a redéfini sa manière d'agir en fonction de la citoyenneté, donc c'est pour ça qu'on a appelé le groupe citoyen. Et l'objectif, c'est d'analyser la politique à partir, si vous voulez, de l'individu, de sa capacité d'agir à son environnement, qu'il soit sociétal, entre guillemets, culturel ou économique. Et donc, par rapport à l'emploi, ce qui pour moi me choque aujourd'hui et me consterne, c'est la disparition des commerçants locaux. On a de plus en plus de jeunes qui ne parviennent pas à accéder à un emploi, ou en tout cas qui le font difficilement, c'est toujours parfois des emplois précaires. Et d'autre part, on a toute une série d'emplois où le citoyen s'investit, mise parfois ses passions, mise sa vie et ses investissements personnels et parfois sont obligés de remettre la clé en dessous du paillasson. Moi je m'étonne toujours, sans critiquer les multinationales parce que je pense qu'on en a besoin, mais je m'étonne toujours la manière avec laquelle on applaudit, on encourage les multinationales sur un territoire et qu'on n'est pas capable aujourd'hui de soutenir nos commerces locaux, nos commerces de proximité qui pour moi ont un rôle à la fois économique, mais pas qu'économique, c'est aussi les commerces locaux ont un rôle social, de proximité. C'est le boulanger du coin, c'est la boucherie du coin. Voilà. On parlait hier d'IKEA de 350 emplois, mais de quel emploi parle-t-on quand on voit les commissions paritaires et le salaire de ces commissions paritaires, on se demande si véritablement les emplois sont des emplois qui vont permettre aux citoyens de sortir la tête de l'eau. Et deuxièmement, ce sont aussi la présence des multinationales sur un territoire donné, c'est une prise de marché sur la manière dont pourraient entreprendre dans le futur les citoyens. Vous prenez IKEA, vu que c'est une société qui va s'implanter dans les mois qui suivent sur Mons, ce n'est pas que du meuble, c'est de l'alimentation, c'est des tapis de sol, c'est de la décoration intérieure, c'est des divans, c'est du matelas, c'est de la literie, ce sont des coussins, c'est des luminaires. Donc c'est toute une série de secteurs dans lesquels finalement les indépendants, les petits indépendants vont être parfois réduits à ne pas pouvoir entreprendre dans ces secteurs-là. Donc il faut encourager
évidemment la présence de multinationales sur le territoire, mais il faut aussi donner toutes les garanties aux citoyens de pouvoir entreprendre par lui-même et entreprendre en créant son propre emploi à travers son entreprise. Et je crois que le nombre de faillites en Belgique est très révélateur et il faut pouvoir trouver des solutions de ce côté-là. C'est-à-dire, je pense que la consultation doit être réfléchie à plusieurs niveaux. Donc, d'une part, il y a la première chose que l'on propose, c'est sur le plan local. Donc, le fait de générer des listes indépendantes des partis traditionnels et permettre aux citoyens ordinaires de pouvoir s'organiser autour de l'élection démocratique et pouvoir, de cette manière-là, participer au débat démocratique local. Je pense que le degré local est le degré où le citoyen doit s'investir le plus. Et puis, le degré régional, comment faire participer à la politique régionale le citoyen. On pourrait très bien imaginer que sur les investissements importants, qui dépasseraient 1 million d'euros en termes d'investissement territorial, d'infrastructures et dans d'autres cas, que l'on puisse consulter les citoyens pour voir si les investissements qui sont faits en termes d'infrastructures répondent à l'aspiration des citoyens. Et donc là, je pense que c'est important. Vous reprenez le plan de la gare, bien que ce soit un budget fédéral de la CNCB, je pense qu'on aurait dû consulter les citoyens pour voir un petit peu si ça correspondait aux aspirations de la population. C'est quand même 275 millions d'euros, c'est le chiffre qui a été révélé dernièrement en reprenant le projet béton et les projets d'investissement annexes. Et je pense que voilà, ce genre de projet doit amener le politique à consulter les citoyens. Et donc voilà, il ne s'agit pas de faire c'est une sorte de référendum. Alors comment les amener à participer? Je crois qu'aujourd'hui, on a les choses qui avancent et nous avons accès à des nouvelles technologies, notamment l'Internet. Et donc on devrait avancer vers un projet plus global où on permettrait aux citoyens, via les réseaux, via la génération d'une consultation virtuelle, pouvoir consulter les citoyens sur les décisions qui les concernent, tout simplement. Maintenant, ce qui concerne le sentiment d'insécurité dans la rue, moi je crois qu'il est lié à l'impunité. Essentiellement l'impunité. On aurait beau mettre autant de policiers que l'on veut dans nos rues, on aurait beau dépenser autant d'argent pour mettre des caméras et surveiller les espaces, si la justice ne parvient pas à agir sévèrement envers des actes qui sont répréhensibles, je veux dire, on ne pourrait pas faire réagir. Donc je crois que la justice fait passer aussi un message vis-à-vis des sanctions qui sont posées de ceux qui agissent mal et qui provoquent cette insécurité. Et je crois que là, il y a une vraie réflexion à poser et n'allons pas inverser le débat. Filmer un espace, parce qu'on parle beaucoup de caméras au sein de la politique communale, filmer un espace, c'est peut-être aussi d'une part déplacer le problème, parce qu'à partir du moment où les gens vont savoir qu'ils sont filmés dans des espaces, ils vont poser des actes délictueux à d'autres endroits. Donc on va sécuriser les espaces et pas forcément les personnes, ça c'est un. Et deuxièmement, même si les caméras nous aiderait à identifier quelqu'un qui aurait posé un acte, faut-il encore que le parquet poursuive, que la justice fasse son boulot et que ces personnes-là soient réellement sanctionnées. À quoi sert de les prendre sur le fait si on ne parvient pas à avoir une justice qui fonctionne avec le terrain. Donc ça, je pense que c'est important. Maintenant, je ne dénigre pas le côté préventif de la surveillance par vidéogramme, mais il y a autre chose aussi sur lequel il faut pouvoir avancer. Et je crois que le sentiment d'insécurité est aussi lié au sentiment d'impunité de ceux qui agissent et qui génèrent ce phénomène. Qu'est-ce que vous pensez de la politique actuelle ? De manière générale. De manière générale. Alors, qu'est-ce que je pense de la politique actuelle? Alors, d'abord, je pense que on a de plus en plus de politiques qui se professionnalisent. Et je crois que c'est un peu le danger. Et on ne répond plus vraiment aux problèmes des personnes, mais on communique énormément sur les problèmes. Et donc je crois que le danger aujourd'hui de la politique actuelle, c'est qu'elle communique plus qu'est-ce qu'elle n'agisse réellement sur le terrain. Donc
Et là, il y a un vrai danger. Je prends la désertification des commerçants locaux. Malgré la dénonciation des citoyens sur le problème et sur le phénomène, on n'a pas évité le problème. Le politique a énormément communiqué, il a fait des affiches, il a fait des initiatives de communication pour essayer d'encourager les commerces, mais on n'a pas évité le problème. Donc la communication, on se rend compte que dans des situations de crise, la communication ne suffit pas à faire la politique entre guillemets. Et donc je crois qu'aujourd'hui, le marketing politique est aussi un réel danger. On a de plus en plus de politiques qui agissent dans le marketing politique. Alors le marketing politique, c'est quoi? C'est beaucoup de slogans, beaucoup de couleurs, beaucoup de positivisme, je le mets entre guillemets, et de positivité, alors que sur le terrain, effectivement, les gens ressentent la réalité autrement. Et donc je crois qu'il y a un danger par rapport au fait qu'on accentue le marketing politique et la communication politique et que les gens se sentent de plus en plus désintéressés par ce que le politique nous raconte de ses programmes et de la manière dont il envisage d'interagir avec la réalité. Donc voilà, ça c'est le danger. Je crois que de la politique aujourd'hui, c'est la séparation entre ce que ressent le citoyen, ce que pense le citoyen et ce qu'en dit aujourd'hui le politique. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un qui n'a plus envie de voter? J'ai envie de lui dire que, d'une part, j'ai été dans ce cas pendant des années. Moi, dès mon premier devoir civique, je me suis effectivement un peu intéressé à ce que les politiques mettaient dans les boîtes aux lettres, mais je ne savais pas décider, je n'avais pas la conviction de faire un choix réel à travers ce qu'on me fournissait comme information. Et j'avais l'impression que les idées se ressemblaient à quelques mots près. Les idées se ressemblaient énormément. Et donc de ce côté-là, je ne savais pas moi-même pour qui voter. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux citoyens qui ne savent pas pour qui voter, c'est votez pour des personnes qui sont proches de vous, votez pour des personnes qui veulent ce changement. Ne vous désintéressez pas du changement. Il y a des personnes aujourd'hui, des petits partis, des personnes qui ne font pas comme les autres, qui s'engagent de manière citoyenne et qui essaient de comprendre de quelle manière ils peuvent changer et un peu inverser les tendances de la politique. Et donc je crois qu'il faut que les personnes soient attentives. Ne plus voter pour les gens que l'on voit le plus. Je veux dire tout ça, tantôt je dénonçais le marketing politique. Je pense que la visibilité aujourd'hui est une erreur dans le fait que le citoyen pense faire le bon choix. C'est pas parce qu'on vote pour des gens qui sont connus qu'on fait le bon choix. Je pense qu'il faut voter pour des personnes qui veulent avoir des changements au sein de la démocratie et au sein de la politique, avec des idées un peu plus originales. Mais je crois que les partis traditionnels ne vont jamais nous vendre des mauvaises idées. Ça, il faut le savoir. Hein, les programmes sont toujours bien faits et les idées sont toujours bonnes. Et donc, en dehors de ce discours de façade et en discours de cette démocratie de façade, ce qu'on tente d'apporter en tant que citoyen, c'est peut-être une notion un peu plus colorée de la politique avec des questions de fond. Des questions de démocratie et non plus des débats d'idées qui parfois colportent le débat à d'autres niveaux où les citoyens finalement ne se reconnaissent plus dans les politiques. Et je crois que ces débats de fond, ce débat de fond de la démocratie, je crois que les gens aujourd'hui en ont besoin. Quand on annonce aux personnes que sans nous ce sera pire, sans nous ce sera un bain de sang, je crois que là on joue véritablement avec les émotions des personnes et qu'on dépasse le cadre de la politique et qu'on communique de manière à faire peur aux gens. Vous parliez tout à l'heure du sentiment d'insécurité, voilà sur quel pan on joue. Le sentiment d'insécurité, je veux dire, c'est un sentiment naturel qui réside en tout homme, vu qu'on va mourir, on est relié à des sentiments de vie aujourd'hui, et donc susciter ces peurs-là envers l'individu, je crois que c'est extrêmement dangereux en politique, et donc ce genre de phrase, pour moi, est extrêmement ridicule, si je peux me permettre, parce que voilà, c'est toujours rentrer dans ce débat binaire entre la gauche et la droite, entre les bleus et les rouges, entre la voie de la raison et de la non-raison, et on est en train d'infantiliser finalement la politique. On est en train d'infantiliser et on est en train de passer à côté des vraies questions.
les questions de démocratie, les questions de fond, les questions de ressenti du citoyen, parce que ce que ressent le citoyen est extrêmement important aussi. Et donc je crois que ces vraies questions de fond, le politique n'y débat pas. Et donc voilà, je pense souvent à des questions que les citoyens se posent à travers un débat de controverse ou autre, et les questions ne sont jamais vraiment posées. Et je crois que c'est important de pouvoir à un moment donné sortir des slogans, sortir de ce débat binaire gauche-droite, et voilà, de parler sereinement et de faire avancer les idées. On est dans une particratie. Ça veut dire qu'en Belgique, les partis ont un énorme pouvoir. Je prendrais l'affaire des Mésanges. Là, j'ai ressenti toute la puissance de la particratie et des enjeux des personnes à travers un processus de justice. Donc de ce côté-là, je dois bien avouer que les partis sont extrêmement puissants en Belgique. Je crois que les gens sont de plus en plus pauvres, mais les partis sont de plus en plus riches. Je crois que les chiffres parlent. Il faut pas. Et ça vous déçoit tout ça? Oui, ça me déçoit. Ça me déçoit très clairement parce que je crois que ceux qui justement, on parlait tout à l'heure de dégoût politique, je crois que ce qui déçoit les citoyens en politique, c'est justement ces manières de faire et ces manières de comprendre la politique. Et là, je dois dire que je comprends. Donc aujourd'hui, il faut savoir que 18,3% des citoyens en Wallonie se sont abstenus aux élections précédentes. Quand je dis abstenus, c'est en cumul au vote nul et au vote blanc. Et c'est extrêmement inquiétant parce que je veux dire, c'est une des forces politiques finalement aussi gagnantes dans la démocratie. Donc de ce côté-là, je crois qu'il faut que les citoyens s'investissent dans l'information. Et effectivement aussi aujourd'hui, quand je lis la presse, je me pose aussi des questions dans la manière dont l'information est organisée. Et donc effectivement, je crois que ça relève d'une démarche individuelle. Moi, je crois qu'aucun économiste, aussi grand soit-il, a la solution unique au problème de l'économique. Je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur du groupe, nous réfléchissons et c'est comme ça qu'on établit notre manière de penser. On réfléchit la politique à partir de l'individu, de sa capacité à réfléchir à son environnement et à réagir à son environnement. Entreprendre est aujourd'hui tristement difficile et je crois que s'il faut pouvoir penser de manière globale à comment répondre aux problèmes économiques, c'est repartir de l'individu et lui redonner cette capacité d'agir. Et tout à l'heure, on discutait de quelles sont les solutions par rapport à l'emploi. Eh bien, je pense qu'il faut libérer l'individu et lui permettre d'apporter sa pierre à l'édifice. Je crois que c'est extrêmement, pour moi, je vais même être clair, pour moi c'est presque un crime, c'est d'empêcher les gens d'entreprendre, de décourager les gens d'entreprendre et de ne pas leur donner cette confiance et cette capacité à réagir. Alors on parlait tantôt de commerçants locaux, on a des commerçants locaux qui disparaissent et on a de plus en plus de personnes qui sont au chômage. Pourquoi ne pas réfléchir à comment aider nos commerçants locaux en leur permettant d'avoir des emplois à 0% de charge les premières années et d'investir des jeunes dans leur premier emploi auprès de ces commerçants-là? Pourquoi ne pas combiner les besoins là où ils sont avec la demande? C'est ça la vraie question. Les choses ne sont pas aussi faciles qu'on pourrait le faire penser aux citoyens. Ça veut dire que pour pouvoir faire avancer les idées, il faut pouvoir avoir des moyens d'émancipation à ces idées. Et malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, la grande règle, c'est quand même qu'on est dans une démocratie, qu'on est confronté au suffrage universel et qu'il faut pouvoir faire un certain nombre de voix pour pouvoir défendre ces idées. Et donc ce défi entre faire des voix et défendre ses idées est extrêmement compliqué en démocratie. C'est l'enjeu dans lequel on s'inscrit quand on se présente aux élections. Et donc je n'avais personnellement aucune chance de pouvoir faire entendre mes idées à partir de la plateforme citoyen. D'ailleurs, ton travail en est l'exemple même, c'est qu'il faut que des gens s'organisent pour donner la parole aux petits partis.
Sinon, je pense qu'on ne leur prête pas de manière aussi aisée qu'on ne le fait dans les débats démocratiques organisés à la télé. Et donc voilà, j'ai mené une première expérience sur le plan citoyen au niveau communal. Nous n'avons pas été invités au débat local organisé par la télé publique. Donc de ce côté-là, il y a des vraies discriminations d'accès au débat démocratique et j'estime dès lors que c'est pas normal. Qu'à partir du moment où des citoyens adhèrent au suffrage universel et décident de se confronter via leurs idées, via leur projet de société, via leur projet de politique, de se confronter au suffrage universel, je pense qu'ils ont droit à la parole de manière équitable au sein des médias. Je pense qu'en France, on fait tout à fait autrement. Je pense que la Belgique est un pays spécifique par rapport à l'accès à la parole, par rapport à l'accès au débat démocratique, s'il est vraiment démocratique. Mais donc voilà, je crois que c'est une vraie question que l'on s'est posée sur le plan de la région. Et donc, on a fait le choix d'aller sur une liste traditionnelle pour pouvoir faire entendre les idées que l'on défend aujourd'hui, donc l'accès à la propriété, le problème de la création d'emplois dans les petites entreprises, la problématique du cumul des mandats, ça c'est une question aussi qui peut déranger certains partis traditionnels, et la question d'un axe de consultation citoyenne au travers de la région. Et donc ça, ce sont des questions que l'on veut porter et que l'on veut amener au débat. Et donc voilà, je ne peux que remercier les personnes qui ont accepté et de m'accorder cette place au sein d'une partie traditionnelle pour pouvoir faire entendre aujourd'hui cette voix voilà, que l'on défend à travers la politique régionale. Sur le plan législatif, les choses sont faites pour que chacun puisse entreprendre cette démarche. Donc je crois qu'au niveau législatif, les choses sont équitables. Maintenant, on a beau parler d'égalité des chances, qu'il ne servirait à rien de parler d'égalité des chances si on ne parle pas d'égalité des moyens. Alors, une des revendications de ma candidature à travers l'axe citoyen que l'on revendique au sein de la région, c'est de permettre aux petits partis qui veulent vivre et qui veulent participer au débat d'avoir des moyens, en tout cas minimum, qui leur permettent de générer une campagne. Parce que quand on sait que Citoyen a fait une campagne avec l'argent de poche des citoyens, alors que d'autres partis vivent essentiellement aussi d'une cotisation, mais vivent surtout de deniers publics, là, il y a vraiment une question de discrimination, d'égalité des moyens et d'égalité des chances à travers la démocratie. Et donc je crois qu'une des choses que l'on revendique à travers la candidature citoyenne au sein d'un parti stratégique, c'est aussi cette question, cette notion d'égalité des moyens pour tous au travers de la démocratie. Et comment s'est passée votre entrée au conseil communal en tant que nouveau parti? Je dois dire qu'on a été très mal reçu. Je dois dire que toute nouvelle initiative émanant en dehors des partis traditionnels, et c'est pour ça que je crois qu'il faut rester dans l'analyse des personnes, il ne faut pas sortir. Je crois que si Carlo Di Antonio a accepté de me faire place sur sa liste, je crois que c'était quelque chose d'extrêmement positif. Vous le voyez dans nos communications, que ce soit les folders, que ce soit les affiches, on a conservé notre logo, et de compte, je crois que c'est quelque chose, c'est progressiste de l'avoir fait de cette manière-là. Et maintenant, je crois que Mons est spécifique, nous avons une majorité absolue. Cette majorité absolue maintenant perdure depuis des décennies et ça commence véritablement à entériner le débat démocratique local. Et donc voilà, je vous donnerai un exemple. Aucune des décisions qui a été prise préalablement à l'interne du collège, donc qui est ici du PSMR, n'a été changée à travers la décision de vote de l'ensemble des partis de l'opposition. Aucune décision n'a été modifiée. Cela veut dire qu'aujourd'hui, la démocratie montoise n'existe pas vraiment. On est vraiment face à une particratie qui s'est réappropriée toutes les décisions de la politique montoise et dont l'opposition finalement est une sorte de coup d'épée dans l'eau par un jeu d'équilibre démocratique qui n'existe plus au sein du conseil communal. Et donc de ce côté-là, je crois qu'il faut que les citoyens, les Montois, prennent conscience qu'il y a, quand on vote, donc là c'est une des questions que vous me posiez tout à l'heure, qu'est-ce que je conseille et de comment les personnes doivent voter, mais les personnes doivent prendre conscience qu'on ne vote pas que pour des partis, on vote aussi pour un équilibre démocratique au sein des gouvernements, un équilibre démocratique au sein des parlements. Et je crois que de faire place à des nouvelles initiatives démocratiques au sein de ces espaces de décision est extrêmement important pour l'équilibre de notre société.
Pourquoi le CDH n'est pas un autre parti? C'était une question d'affinité de personnes, tout simplement. Je connais Carlo Di Antonio depuis 15 ans aujourd'hui. C'est quelqu'un quand j'ai démarré le Parlement, le mini-Parlement, le Parlement local, a été autour de la table, au même titre que d'autres personnalités politiques. Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai eu des affinités pendant les 10 années de patience devant la justice. C'est quelqu'un qui a toujours été à l'écoute. Voilà, ça a été mon expérience. Maintenant, voilà. Alors, quand j'ai posé la question aux différentes personnes qui étaient autour de moi pour savoir comment je pouvais parvenir à participer au débat, à créer ma liste, créer sa liste, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué, ni même en région. La difficulté, c'est de pouvoir avoir les moyens logistiques et les moyens de pouvoir se faire entendre à travers le débat démocratique. Et donc ça, c'était la réelle difficulté.